Bien, alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va passer au chapitre suivant, électrotechnique. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait traité le cas du circuit monophasé. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de passer à un système plus intéressant. Il s'agit de ce qu'on appelle des circuits triphasés. Alors, pourquoi c'est très intéressant? Parce que pour deux raisons, en fait. Donc, c'est que les circuits triphasés permettent de minimiser les pertes par épijoule dans les circuits haute tension. C'est pour ça d'ailleurs que le transport de l'électricité dans le réseau électrique se fait en triphasé. Et deuxième chose, c'est que ça permet, en fait, c'est plus économique du point de vue câblage, tout ça. Donc, ça permet d'économiser, voilà, de faire de l'économie. Très bien. Alors, donc, ce sont les deux raisons principales donc, qui nous poussent à utiliser un système triphasé. Alors, lorsque je dis un système triphasé, donc, ça veut dire qu'il faut employer en fait 3 générateurs au lieu d'un seul. Donc, comme vous le voyez ici, donc vous avez quoi? Vous avez 3 tensions. 3 tensions qui ont la même valeur efficace, la même fréquence. La seule différence que nous avons, c'est au niveau de la phase à l'origine. Donc, par exemple, ici, pour la première tension, donc la phase est égale à 0, donc c'est la phase à l'origine. Donc, c'est la tension à l'origine plutôt. Il y a une tension à l'origine, puis nous avons une tension qui est décalée à droite, en fait, ici, qui est décalée à droite avec un angle de 2π sur 3, c'est-à-dire de 180 degrés. Et la troisième tension, elle est décalée par rapport à la tension à l'origine, vers la gauche, avec un angle de 180 degrés. D'accord? Bien, et la représentation temporelle des trois tensions, c'est ce qu'on a ici. Donc la phase, normalement, voilà, donc on avait un, donc c'est la tension origine, okay, vous la voyez ici. Puis il y a la tension V2 qui est décalée de 180 degrés, et puis l'autre qui est décalée de moins 180 degrés. Moins 180 degrés, qui est équivalent aussi 360 moins 180, alors ça fait 240. Donc, ça veut dire décalé de moins 280 degrés, ça veut dire aussi qu'il est décalé de plus de 260 degrés. 240 plutôt degrés. Bien. Alors, donc je vais le voir en fait. Tout expliquer, c'est super plus intéressant. Okay. Bien. Alors, voilà. Système. Bien. Alors, ce qu'on a, on avait dit qu'on utilise en fait, donc, bien sûr, dans n'importe quel système électrique, vous avez toujours deux parties. Okay. Il y a la partie générateur. Et la partie charge. Et un récepteur. Charge un récepteur. Bien. Alors maintenant, dans un premier temps, on va traiter la première partie, qui est la partie générateur.
Donc, ici, je vais essayer de diviser en deux parties. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà. Donc, si je m'intéresse à la partie générateur, donc on a trois générateurs. Okay. Donc, on a trois générateurs. Donc, les trois générateurs, on peut les brancher de deux façons différentes. Donc, la première façon de brancher les générateurs, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un couplage triangle. Un couplage triangle. Et la deuxième façon donc, serait d'utiliser ce qu'on appelle un couplage étoile. D'accord. Okay. Alors moi, je vais commencer avec le couplage étoile. Je vais garder le triangle pour la deuxième partie. Donc, en couplage étoile, donc, ce qu'on a, c'est que voilà. Donc, je vais prendre le couplage étoile. En fait, ça ressemble à la lettre Y. Comme vous allez voir, ça ressemble très bien à la lettre Y. Voilà. Ça, c'est le couplage étoile. Donc, après, on n'a qu'à mettre les générateurs maintenant sur chaque branche. OK. Voilà le premier générateur. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. OK. Très bien. Maintenant, je vais orienter, bien sûr, tout ça. Donc, je vais utiliser des flèches. Donc, nous avons la force électromotrice de chaque générateur. Donc, ici, voilà, on va prendre ceci. OK. Sinon, on va juste utiliser un stylo ici pour mettre la flèche. Je suis pas obligé de. Voilà la force électromotrice. Il y a la force électromotrice. Le premier générateur. Voilà le deuxième. Et voilà le troisième. C'est très important de savoir le sens pris pour chaque générateur. Très bien. Donc ici, c'est là que nous avons la tension, par exemple, V1, qui, rappelez-vous, c'est la tension origine, qui est égale à V, sin du 2, sinus, oméga t, plus 0, d'accord? Donc, c'est la tension à l'origine, qui, rappelez-vous, ici V, ça désigne la valeur efficace. De la tension. Donc, et c'est une valeur qui est commune, comme on avait dit, à toutes les tensions. Okay. Alors maintenant, vous avez V1, et ici, on va prendre V2. V2 de T. On va séparer, voilà, c'est V racine de 2 sinus oméga T. Alors, on va supposer que c'est la tension qui est décalée de moins 2pi sur 3 par rapport à la première, qui est, c'est le déphasage ici. Bien. Puis, il y a la troisième tension qui est V3 de T, qui est égale à V racine de 2
puis sinus oméga t, puis plus 2pi sur 3. Donc, voilà les trois générateurs qu'on utilise dans un système triphasé. Très bien. Maintenant que nous avons identifié les trois tensions que nous avons, je vais également essayer de les schématiser sur un diagramme, sur le plan complexe. Rappelez-vous, toutes les grandeurs sinusoïdales, parce que là, justement, vous avez chaque fois sinus, donc je parle bien des grandeurs sinusoïdales. Les grandeurs sinusoïdales, ça se présente sur un diagramme, d'accord, sur le plan de phase. Bon, alors c'est ce que je vais faire ici. Je vais représenter les trois tensions sur un simple diagramme. Bien, alors je vais commencer par la tension à l'origine ici, qui a une phase qui est égale à 0, et je vais la prendre comme ça, qui va avec l'axe d6. Ok. Donc ici, on a dit c'est quoi? Si la longueur de la flèche, c'est quoi? Et là, c'est juste V. Mais voilà, c'est une flèche qui va avec l'axe d(x). Okay, c'est une flèche qui va avec l'axe d(x). Voilà. Ok, c'est bien. L'essentiel, c'est que voilà. Donc ça, c'est la première grandeur. La deuxième grandeur sinusoïdale, ce serait V2. Alors V2, c'est en retard en fait par rapport à V1. C'est en retard par rapport à V1 de combien? De 180 degrés. Donc ici, il faut tourner dans le sens opposé, comme ça. Donc, on va présenter, donc je dois, voilà, comme ça. Bien sûr, ils ont le même module. Ils ont le même module. Donc voilà, c'est toujours fait. Et que ici, vous avez quoi? Vous avez un angle de moins 120 degrés. Voilà. Puis, maintenant, elle reste la troisième. La troisième, c'est il fait un angle de 120. Alors, c'est pour ça qu'il faut tourner dans ce sens. Et voilà, je vais la représenter ici. Donc, on a toujours la même valeur, le même module, mais une phase différente, 120 degrés. Très bien. Maintenant que l'on a défini, en fait, donc ici, on a dit que ça c'est V1, tension V1, ici c'est la tension V2, ici on a la tension V3. Bien. Maintenant que l'on a identifié ce qu'on appelle les tensions simples, on va devoir maintenant définir ce qu'on appelle les tensions composées. On va devoir définir ce qu'on appelle les tensions composées. Très bien. Alors, c'est quoi les tensions composées? Alors, les tensions composées, c'est les tensions qu'on peut aussi voir sur le schéma. Alors, ici, donc, vous voyez d'abord du premier générateur. En fait, pardon, c'est une borne. Normalement, je dois schématiser ce forme
Très bien. Suivant que je dois représenter ça. Donc, voilà l'abord du deuxième générateur. Voilà l'abord du troisième générateur. Si vous voulez, c'est l'abord positif, même si ça n'a pas beaucoup de sens en régime sinusoïdal. Et voilà l'abord du premier générateur. Alors, ces bornes-là, en fait, c'est ce qu'on appelle les phases. Donc, ça, c'est la phase L1, la phase L2 et la phase L3. Okay? Ce sont les phases. Et ici, au milieu, vous avez un autre point très, très intéressant et très particulier. C'est lui qui va constituer le neutre de mon système triphasé. D'accord? Le neutre de mon système triphasé. Très bien. Après, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à partir de ces points-là, c'est à partir de ces points-là qu'on va devoir ensuite brancher quoi? Brancher les récepteurs qui sont à droite. D'accord? Donc, voilà. Directement vers. C'est là qu'on va devoir alimenter. Voilà, c'est par l'intermédiaire de ces points-là qu'on va devoir alimenter en fait nos récepteurs. Et bien sûr, il y a autant de récepteurs que de générateurs. Il faut mettre 3 récepteurs. Donc, ce sont les 3 phases. Donc, la première phase, la deuxième phase, oui. Maintenant, je vais mettre la troisième phase. Voilà. Bien sûr, ces phases-là, elles vont envoyer des courants, hein, des intensités de courant. Donc ici, par exemple, c'est la phase étroite, elle va envoyer un courant étroit, c'est ce qu'on appelle les courants de ligne. Alors ici, si vous le permettez, on pourra voilà, de façon de travailler soit avec les valeurs efficaces, c'est là, on travaille avec les valeurs complexes. Pour l'essentiel, comme je l'avais dit, ce qui est plutôt intéressant, ce sont des valeurs efficaces, donc étroits. Et là, on va envoyer le courant I1. Et ici, on envoie le courant I2, qui, rappelez-vous, on les appelle les courants de ligne. Okay? Donc, ce qu'on appelle les courants de ligne. Courant de ligne I indice K. D'accord? Avec K, c'est égal à 1, 2, 3. Très bien. Mais aussi, il y a aussi, il ne faut pas oublier, hein, donc, dans certaines conditions, il faut également brancher le neutre ici. D'accord? Il faut brancher le neutre. Et ce neutre, en fait, je vais devoir présenter autrement. Donc, ce neutre, en fait, ça dépend. Hein, ça dépend. Il peut véhiculer un courant, comme il ne peut pas le faire, dépendamment de quoi? Dépendamment de la nature des charges qu'on a ici. D'accord? C'est pour ça qu'on va devoir parler par la suite de ce qui est un système triphasé équilibré, de faire en fait la distinction entre un système triphasé équilibré et un système triphasé qui n'est pas équilibré. D'accord? Alors, donc ici, de même, on peut avoir un courant IN. Mais pour le moment, on admet quoi?
on admet que voilà, on a quoi? On a sigma dIK plus IN. Bien sûr, ici, c'est la notation complexe ou bien la représentation de Fresnel, c'est pareil. Soit vous mettez une barre en dessous, soit vous mettez un vecteur, c'est absolument la même chose. Ça doit être égal à 0. Alors, ça, c'est quoi? C'est la loi d'Inot. D'accord? C'est la loi d'Inot au point N. D'accord? Ici, vous avez les quatre courants qui sortent. Donc, ça veut dire que la somme, c'est égal à 0. Très bien. Alors, ça, c'est, en fait, si vous voulez, c'est une règle générale avec K ici, c'est égal à 1 jusqu'à système très phasé, jusqu'à 3. Très bien. Alors, maintenant, alors maintenant voilà, dans la loi d'Inot, on va juste se signaler une remarque. Parce que nous avons, dans le cas d'un système équilibré, qu'on va définir après, dans le cas d'un système triphasé équilibré, vous avez quoi? On a EN, c'est égal à 0. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le moment quelque chose qu'on doit, en fait, retenir, comme ça. Hein? Voilà. Dans le cas d'un système équilibré, on a quoi? On a EN égale 0. Alors, dans ce moment-là, on n'est pas obligé, en fait, de mettre le nôtre. D'accord? Tant que EN égale à 0, donc ça va. Vous avez la possibilité tout simplement de l'enlever carrément. Hein. Il ne sert plus à rien dans ce cas. Voilà. Voilà donc pour ce qui est les courants de ligne et le nôtre. Très bien. Maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va identifier trois tensions supplémentaires. On va devoir identifier trois tensions supplémentaires sur mon circuit hein, de générateur. Alors, quelles sont ces tensions supplémentaires? Ben, ces tensions-là, donc, c'est elles que je vais vous montrer à l'instant. Voilà. Parfait. Alors, la première tension, la voici. D'accord? Alors, c'est là, c'est ce qu'on va appeler la tension U de 1. D'accord? U de 1. Donc, ici, ça va vers le point 2. Le point de démarrage ici, c'est 1 et le point d'arrivée, c'est le point 2. Très bien. U de 1. Alors, bien sûr, c'est une grandeur sinusoïdale également. Voilà. De toute façon, sinon, je me contenterai de parler des valeurs efficaces ici. De toute façon, OK, pour le moment, donc je vais la mettre avec une petite lettre. Pour parler d'une grandeur sinusoïdale. Donc, rappelez-vous, lorsque j'utilise une petite lettre, comme ici, hein, une petite lettre comme ça veut dire c'est une grandeur qui dépend du temps. C'est la grandeur sinusoïdale. Mais la grande lettre, c'est réservé pour les valeurs efficaces. Bien, alors ici, comme je viens de vous le dire, en fait, si on a eu quoi? 2, 1.
qui dépend du temps. OK? Voilà, la deuxième grandeur, ou bien la deuxième tension, c'est celle qu'on aura ici. Voilà. Et cette tension, c'est quoi? C'est U point d'arrivée, donc c'est 3. Point de départ, c'est 2. C'est 3, 2. Bien. Qui est aussi une grandeur sinusoïdale. La dernière, la voici. Il faut faire attention au sens. Donc, il faut que ce soit fermé. Voilà. Donc, c'est la tension U. Voilà, le point d'arrivée, donc c'est 1. 3 le T. D'accord? Alors ici, c'est ce qu'on appelle les tensions composées. Alors, faites attention, s'il vous plaît. Donc, il y a deux types de tensions. Voilà. Donc, il y a deux types de tensions. Premier type, c'est ce qu'on a représenté ici avec les V. Donc, les V, vous avez VK, V1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle les tensions simples. Ce qu'on appelle les tensions simples. Très bien. Et puis, vous avez, deuxième chose, vous avez les U, I, J, d'accord? Donc, U1, 2, U2, 3, etc., etc. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les tensions composées. On va voir quelle est la relation entre ces deux tensions après. Bien. Alors, ces mêmes tensions composées, donc je vais devoir les représenter ici sur le schéma du Fresnel. Voilà. Donc, on avait parlé de la tension U1, 2. Voilà. U1. On fait attention au sens. Fais attention au sens. Hein. Donc, U1, 2. Ah, pardon. Ici, c'est. Non, ça, c'est U2, 1, pardon. U2, 1. U2, 1. Puis, vous avez la tension U2, 3. Pardon, 3, 2. Donc, on commence toujours, comme j'avais expliqué, par le. Ici, c'est l'arrivée, le départ. 3, 2. Prêt? Voilà. Là, vous avez la tension U. Et l'arrivée, c'est 1. 3. U1, 3. Parfait. Parfait. Maintenant, essayons de trouver les expressions pour les tensions composées. C'est-à-dire, à quoi est égal U de 1 de T. À quoi est égal U 3, 2 de T. À quoi est égal U 1. Bien. Alors, pour déterminer tout ça, donc on a besoin de deux choses en fait. Donc, c'est la valeur efficace qu'on a ici, racine de 2 fois sinus oméga t plus la phase. Okay.
Là, la même chose. Donc, les termes, en fait, qui se répètent, je vais les mettre ici. Voilà. Donc, on a besoin de deux choses à chaque fois. On a besoin de la valeur efficace et on a besoin de la phase de chaque tension. Voilà. Bien. Alors, commençons par chercher la valeur efficace. D'accord? Commençons par chercher la valeur efficace. Alors, pour chercher la valeur efficace, je vais prendre le triangle qu'on a ici à droite, par exemple. Je peux aussi prendre n'importe quel triangle, ce n'est pas un souci. Donc, voilà. Si je considère ce triangle-là, je fais quoi après? Alors, je vais prendre le point qu'on a ici, on va faire une projection perpendiculaire sur cet arrêt qu'on a ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà à quoi est égal cet angle qu'on a ici. D'accord? C'est 120 degrés. 120. Alors, puisqu'on va le diviser par 2, là, l'angle qu'on aura ici, c'est 60 degrés. D'accord? 60 degrés. Alors ici, vous avez un angle droit. Et puis, ça, c'est 60. Et puisque, en fait, ici, vous avez un triangle isocèle, donc, normalement, on devrait aussi avoir cette distance ici qui doit être égale à la même distance qu'on a ici. Du coup, maintenant, si je peux exploiter ce triangle qu'on a ici, en fait, pour pouvoir déterminer la moitié de la tension qu'on a ici. D'accord. Alors, cette partie-là, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement V sinus 60. C'est V sinus 60. Donc, voilà, j'écris. On a eu la valeur efficace de la tension 3, 2 sur 2. Donc, moitié de la valeur efficace, c'est égal à V sinus 60. Et sinus 60, c'est quoi? Eh bien, c'est racine 3 sur 2. C'est bon, donc je pourrais tout simplement simplifier par 2 comme on a ici. C'est-à-dire que la valeur efficace de la tension V3,2, c'est égal à V racine 3. Alors, c'est V quoi? Bon, il s'agit bien du même V. Donc, de toute façon, la prochaine fois, donc c'est même plus la peine d'indiquer ici pour la valeur efficace, puisque c'est la même chose pour les trois signaux. Donc, tout ce que j'ai à écrire, c'est le grand U, qui est la valeur efficace commune à toutes les tensions composées. D'accord? C'est égal à V racine 3. Alors, ici, vous avez une relation hyper intéressante que je vais devoir écrire ici. Donc, I, V, si on multiplie par la racine 3, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la tension composée. D'accord? La tension composée. Parfait. Voilà, quelque chose d'intéressant. Donc, si par exemple, vous avez ici V, c'est une tension, V, c'est égal à une tension de 220 volts, alors on retrouve pour la tension composée à peu près 380 volts. D'accord? Okay, voilà. Et c'est ça, c'est une particularité du système triphasé, c'est que nous avons deux types de tension, une tension avec 220 volts et une tension 380 volts. Bien,
Alors maintenant, donc ici, on sait quoi écrire. Donc c'est racine 3 fois V, ou bien tout simplement, on va écrire U. Voilà, U et U. D'accord? Très bien. Ceci, donc les valeurs efficaces maintenant. Il faut mettre les phases. Alors, pour les phases, donc, je n'ai qu'à en fait translater. Donc, je vais commencer par translater celle-là qui est la plus simple. Donc, si je la translate, je trouve quoi? Je trouve qu'il forme un angle droit avec l'angle V1. Et il forme un angle droit dans ce sens-là avec la tension VA qui est l'origine déjà. C'est quoi cette tension? Alors, c'est E3 et 2. Alors, E3 et 2, on va mettre plus, d'accord? Parce qu'on tourne dans ce sens. Sur 2. D'accord? Plus pi sur 2. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer de U3, 2 à U2, 1? Là, je peux translater celle-là dans ce sens. Il suffit de tourner d'un angle de 180 degrés. D'accord? 120 degrés. De toute façon, pour les tensions simples, vous faites une rotation de 120. Là aussi, c'est exactement la même chose. On fait une rotation de 120 entre chaque tension. Alors, pi sur 2 plus 3 pi sur 2. Voilà. Plus 2 pi sur 3, pardon, hein, 120. Donc, vous avez quoi? On a pi sur 2 plus 2 pi sur 2. Alors, 6. Et là, vous avez 3 plus 4, ça fait 7. Donc ici, ce qu'on a pour la tension U de A, voilà, c'est plus 7 pi sur 6. Par contre, ici, pour l'autre tension, il faut faire la rotation dans le sens opposé. Donc, dans le sens opposé, ça veut dire qu'il faut mettre un moins ici. Et si on met un moins, on aura moins pi sur 6. On aura moins pi sur 6. Voilà. Voilà donc pour les expressions de tension, l'expression temporelle de tension composée. Bien. OK. C'est parti. Bien, donc ça c'est pour le montage. Ça c'est pour le montage étoile. Maintenant, si vous le permettez, on va passer au montage suivant, qui est le montage triangle. Donc, retenez, s'il vous plaît, les expressions intéressantes de cette partie. Donc, voilà, c'est que on a 3 courants. On les appelle les courants de ligne, d'accord? Et puis, 3 générateurs, 3 tensions de générateurs, chacune avec ses expressions. Et n'oubliez pas que les 3 tensions ont la même valeur efficace, mais décalage de la phase, et que ici vous avez une tension à l'origine, et on n'a qu'à faire une rotation de 120 degrés pour passer d'une tension simple à une autre tension. Ici, je parle de tension simple. Et puis, vous avez un point neutre, d'accord? C'est le point d'intersection ici. Bon, bien sûr, les courants dans les lignes et le neutre sont liés par cette expression qu'on a ici, et que dans le cas particulier d'un système qui est assez équilibré, vous avez, et dans le neutre, c'est égal à 1.
qu'il y a aussi, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle les tensions composées. Alors, les tensions composées, on les définit entre les points phase, hein, les points de phase. Voilà, 3 points de phase. Par contre, tension simple, c'est par rapport au nôtre. Vous voyez? Alors, les 3 tensions composées, alors, ce qu'il faut noter, c'est la valeur efficace de ces tensions. Donc, c'est RAC3 fois la valeur efficace de la tension simple. Ici, vous avez les expressions temporelles sinusoïdales de chaque tension composée. Très bien. C'est tout ce qu'on a à savoir. Maintenant, si vous voulez, on va passer à une nouvelle page pour parler du système triangulaire. Bien, alors, j'avais aussi oublié de signaler que voilà, donc voilà, c'est ce qu'on appelle, en fait le couplage étoile, ou bien c'est la lettre Y, comme je l'avais expliqué avant. D'accord, couplage Y. Maintenant, on passe au couplage delta. Ou triangle. Bien. Alors, vous avez deviné, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un triangle ici, sur lesquels on va mettre différents générateurs. On va changer un peu. Voilà, je prends ça. Voilà, je place mes générateurs. Deuxième générateur. Là, on a le troisième. Très bien. Et voilà, les flèches. Alors, je suppose que pour le générateur, c'est dans ce sens. Deuxième générateur. Attention, il faut toujours aller dans le même sens. Tourner, en fait. Il faut tourner dans le même sens. Et voilà le troisième. Voilà. Alors, ici, vous avez les 3 phases dont on a parlé avant. Vous avez par exemple ici L3, vous avez L2, ici vous avez L1. D'accord? Très bien. Alors, ces 3 phases, c'est elles qui vont en fait alimenter des récepteurs. Non, pardon. En fait, c'est pas cette couleur qu'il faut mettre. Les phases généralement sont en rouge. Ça peut être aussi au marron. Hein. Une fois, ça peut être aussi au marron. Mais moi, je vais mettre voilà, un fil rouge ici. Pardon. La phase L3, puis voilà. OK. Et ici, vous avez la phase. Voilà. Voilà. C'est pas grave. OK. Et après, voilà la phase L3. Par contre, ici, il y a une remarque très importante, c'est que ici, on n'a pas le neutre. D'accord? Le neutre, normalement, c'est un point qui est censé être quelque part ici, au milieu, mais apparemment, on n'a pas de neutre. Alors, si on n'a pas de neutre, donc on ne pourra pas non plus avoir, les tensions simples. D'accord? C'est très important. Donc, l'absence de ce point,
signifie également l'absence des tensions simples qui sont définies à partir de ce point. Alors, donc, tout ce qu'on a dans un système delta, c'est des tensions composées. D'accord? Ici, la première tension composée, c'est U3, 2 de T. Et là, vous avez U1, 3. Bon, et puis ici, vous avez. De toute façon, c'est plus important de parler des grandeurs sinusoïdales. La prochaine fois, donc, on n'a qu'à parler des grandeurs. Les grandeurs efficaces, si vous voulez. Hein. Donc, ici, vous avez U3, 2, qui est égal à U tout simplement. D'accord? Et là, vous avez. Parce que c'est la même tension efficace partout. Et là, vous avez U1, 3, qui est égal aussi à U. Et là, vous avez U2, 1, qui est égal à U. Bien. Donc, voilà donc le système triangulaire. Et puis, mais en même temps, tout à l'heure, j'avais oublié de vous dire, en fait, c'est très important. C'est vrai qu'on a appliqué la loi d'Inno au point N pour obtenir cette expression ici, mais on peut également appliquer la loi d'Email, hein, si vous voulez, la loi d'Email, pour en déduire quoi? Pour en déduire la relation sur les différentes tensions. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi sigma, on a tout le temps en fait. VK, c'est égal à 0. D'accord? La somme des tensions simples, c'est égal à 0. Comme vous avez sigma, comme vous avez également la même chose pour les tensions composées et UJ. D'accord? UJ, donc 2, 1, 3, 2, 1, 3. Bah, UJ, c'est aussi égal à 0. D'accord? Vous avez à la fois des relations sur le courant et vous avez la loi d'Email, ça reprend des relations sur les tensions. Bien, je vais encadrer ça. OK. Bien, maintenant je vais revenir à ma page sur le triangle. Donc, bien sûr, vous avez les courants qui vont alimenter les récepteurs ici. D'accord? Donc, on a le courant de la ligne I1, courant de la ligne I2 et le courant de la ligne I3. D'accord? Je peux utiliser la notation complexe pour représenter ces expressions bien si courantes-là. Comme je peux mettre uniquement les valeurs efficaces. Très bien. Donc, en gros, voilà ce qu'il y a. Donc, on va retenir. Donc, dans ce cas-là, c'est très simple. On n'a qu'un seul type de tension. On n'a que des tensions composées. Et nous avons des courants de ligne. D'accord? Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire ici. Donc, comme vous le voyez, le couplage en triangle, en fait, il est apparemment plus simple à traiter que le couplage en étoile. Bien. Alors, maintenant qu'on a, identifié les différents montages que l'on peut avoir pour les générateurs, on va parler maintenant des différents montages que l'on a pour les récepteurs. Très bien. Alors, la même chose avec les récepteurs. Voilà, les récepteurs. On a exactement la même chose. On peut les coupler en étoile, comme on peut les coupler en
triangle. Bien. Alors, si on commence par le couplage étoile. Alors, pour le couplage étoile, voilà, une façon de représenter est la suivante. Et voilà. Donc, c'est une façon de représenter, en fait, c'est une autre façon, c'est une autre façon de représenter un montage des doigts. Donc, généralement adopté dans le cas d'une charge. Voilà, c'est absolument la même chose, c'est pareil. Alors ici, vous avez quoi? Vous avez des charges. Et qui dit charge, donc normalement, c'est des résistances et des bobines. D'accord? Donc R1, L1. Ou bien tout simplement, je vais mettre Z1. OK? Donc la notation complexe. Ici, vous avez Z2, Z3. Voilà, avec quoi? Avec ZK. C'est RK plus J fois LK oméga. D'accord? Donc ZK est égal à LK plus GK oméga. Donc dans la plupart des cas, donc on a des impédances inductives. Des impédances inductives. Ça peut aussi être capacitive, mais voilà, donc dans la majorité des cas, c'est des résistances inductives. Très bien. Maintenant, en fait, j'ai oublié de signaler un truc. Donc, ça, c'est ce que je vais enlever maintenant. Pourquoi je vais faire ça? Parce que je vais, voilà, je vais mettre du rouge. Du rouge, pourquoi du rouge? Parce que ce sont les phases. Ce sont les phases dont on avait parlé avant, qui sont ici. Donc, il y a la phase L1 qui amène un courant I1, la phase L2 qui amène un courant I2 et la phase L3 qui achemine le courant I3. Très bien. Et puis, ce qui est en bleu ici, ce n'est autre que le N'. D'accord? Le N', c'est le neutre pour les charges. N'oubliez pas qu'il y a un neutre pour les générateurs. Très bien. Alors, et là, bien sûr, vous avez N'. Ben, cette fois-ci, N', je vais la mettre dans le sens opposé. Pardon. Je vais la mettre dans le sens opposé. Juste comme ça, pour que cette expression qu'on a déjà écrite avant, cette expression soit toujours valable. C'est pour ça que je vais la mettre dans ce sens. Bien. Donc, voilà.
N'. Bien. Donc, vous avez tout le temps quoi? Vous avez, on a tout le temps sigma. I, E, K, courant de ligne, plus et N', c'est égal à 0. C'est la loi du nom. Okay. Bien. Et puis, quoi? Ici, on va identifier les tensions dont on avait parlé avant. Les tensions, on avait parlé de tensions composées et on a également parlé des tensions simples. Alors, une tension composée, rappelez-vous, c'est une tension entre deux lignes. D'accord? Ici, on a la tension U1, 2. Tension U1, 2. C'est une tension composée. Tension suivante, c'est la tension U2, 3. Et puis, la dernière tension, alors on fait attention justement au sens. Il faut que ça donne un triangle fermé, hein, en tournant dans un même sens. C'est la tension composée U. Quoi? 3, 1. Donc, ceci est les tensions composées. Maintenant, c'est quoi où sont les tensions simples? Les tensions simples qu'on a identifiées avant, ce sont les tensions voilà, qu'on a entre la phase et le neutre. D'accord? Entre la phase et le neutre. Donc, voilà la première tension. Okay. Voilà la tension V1. Entre le neutre et la première phase. Tension V2 entre le neutre et la deuxième phase. Tension V3 entre le neutre et la troisième phase. Donc, V1, V2, V3. D'accord? Très bien. Alors, une remarque. Alors, si les charges sont équilibrées, d'accord? Si les charges sont équilibrées, alors on a quoi? On aura EN', c'est égal à 0. Et, attention, je vais peut-être oublier, bon, de toute façon, mais c'est pas grave pour l'autre. Et quoi? Et on aurait I1, valeur efficace, c'est égal à la valeur efficace de I2, et ça serait égal à la valeur efficace de I3. D'accord? Donc, généralement, en pratique, on travaille avec des systèmes équilibrés. D'accord? Voilà. Et comme ça va me permettre, en fait, d'avoir un EN' qui est égal à 0. Si EN' est égal à 0, donc on n'aura même pas besoin d'utiliser un câblage supplémentaire qui est celui du neutre. Bien. Donc, en gros, voilà ce qui est pour le montage étoile. Maintenant, parlons de la grandeur essentielle dans tout ça, qui est bien évidemment les puissances. Alors, la dernière fois, lorsqu'on avait fait le cours sur le système phasé, on a parlé de trois types de puissances. Donc, la première puissance, c'est ce qu'on a appelé P.
active. Et l'unité pour la puissance active, c'est le watt. Deuxième puissance CQ, c'est ce qu'on a appelé la puissance réactive. Attention, il y a un changement d'unité. Cette fois-ci, c'est le var. Volt ampère réactive. Et puis la dernière puissance, c'est S. Ce qu'on appelle la puissance apparente. La puissance apparente, l'unité, c'est volt ampère. D'accord? VA. Très bien. Alors, juste une remarque. Et puis, bien sûr, toutes ces puissances-là, d'accord? Toutes ces puissances-là vont nous permettre, en fait, de déterminer ce qu'on appelle le facteur de puissance. Cos phi ou K. Bon, soit cos phi, soit cos K. Très bien. Soit K. OK. Alors, c'est quoi le lien? Ben, vous avez tout simplement, et vous avez le triangle, là, j'avais oublié de dire, vous avez également le triangle, c'est très important, le triangle de puissance, pour voir en fait l'ensemble aussi ces puissances qu'on a ici. On a un triangle. Voilà. On a un triangle rectangle. OK? Nous avons un triangle rectangle ici. Sur ce triangle rectangle, vous avez ici, c'est la puissance active. L'opposé, vous avez sur la puissance active ici, sur l'adjacent. Et puis vous avez sur le côté opposé, vous avez la puissance réactive. Et sur l'hypoténuse, vous avez la puissance apparente. Et le fameux cos phi, donc l'angle ici, le déphasage, vous l'avez ici. Donc, voilà, les trois puissances, on les représente sur le triangle qu'on a ici. Voilà, c'est un triangle très pratique, d'usage courant, hein, pour la détermination des puissances. Alors maintenant, sur le triangle, on peut bien sûr écrire un certain nombre de relations. Et ben, la première, si j'applique Pythagore, vous avez quoi? Vous avez x carré, c'est égal à p carré plus q carré, c'est la première des choses. Vous avez cos phi, hein, facteur de puissance. C'est quoi? C'est P divisé par S. Et vous avez tangente phi, c'est égal à quoi? C'est égal à Q sur P. D'accord? Donc, ce sont des expressions que vous allez devoir très souvent utiliser dans les exercices. Voilà. On les encadre et on les garde ici. Très bien. Alors maintenant, tout ça, en fait, c'est pour un système monophasé. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec un système triphasé. Alors, avec un système triphasé, la différence, c'est simple, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une seule puissance, vous en avez trois. OK, alors maintenant, voilà, sauf que, hein, c'est très important de le dire, on va distinguer le cas d'un système triphasé
non équilibré avec un système triphasé qui est équilibré, en fait. Alors, non équilibré, c'est lorsque, voilà, donc, système triphasé non équilibré. Quand est-ce qu'on parle d'un système triphasé non équilibré? C'est lorsque vous avez Z1 différent de Z2 et différent de Z3. Vous avez des charges différentes. De quoi ici? ZK. Les ZK sont différentes. Donc, si vous avez des ZK différentes, ça signifie également des courants de phase, pardon, des courants de ligne différents. D'accord? Des courants de ligne différents. Et si les courants de ligne sont différents, donc en ce moment-là, on n'a plus le droit, hein, on n'a plus le droit de parler ni de la puissance apparente, ni du facteur de puissance. D'accord? Ni du facteur de puissance. Donc, ça, c'est une remarque très importante. Donc, on va devoir un peu plus tard, lorsque on va devoir en fait revoir, parce qu'on va sur le cours. Sinon, si vous avez un système équilibré, alors donc pour un système triphasé équilibré, vous avez Z1 égale à Z2 égale à Z3. D'accord? Ce qui implique aussi que les I1 plus I2 plus I3 voilà, égale à 0. Bien. Alors, dans un système non équilibré, on va chercher P1, P2, P3. Alors, P1, rappelez-vous, c'est en fait, la puissance active reçue par Z1. Et bien, la puissance reçue, donc c'est la tension qu'on voit dans Z1 qui est V1, CV, V1, fois quoi? Fois E1, d'accord? C'est V, la valeur efficace de V1 fois la valeur efficace du courant qui traverse E1 fois cosinus phi1. C'est quoi phi1? Phi1, en fait, un nombre complexe, comme on l'avait expliqué avant, on peut l'écrire sous cette forme analytique, comme on peut l'écrire sous forme de zk module exponentielle j, pardon, là, pardon, je vais faire ça. Donc, je peux l'écrire sous cette forme plus compacte et plus intéressante, zk module exponentielle j phi k. D'accord? J phi k. Et bien ici, justement, je parle de ce phi qu'on a ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut mettre ici. Donc, ici, vous avez fait 1, là, vous avez fait 2, là, vous avez fait 3. Donc, pareil pour les autres. CV et 2 cosinus phi 2 V et 3 cosinus phi 3. Donc, même chose bien sûr avec Q1, Q2, Q3. Donc, c'est absolument la même chose, à condition de remplacer le sinus ici par le cosinus par un sinus. Donc, vous avez V1, sinus, V1, V2, sinus, V2, V et 3, sinus, V3. D'accord? Et puis, si vous voulez la puissance totale, donc
vous savez quoi faire. La puissance active totale, hein, c'est la somme des puissances actives partielles. Donc K égale à 1 jusqu'au la troisième charge. Et là, vous avez la même chose. Vous avez Q égale à sigma K 1 jusqu'à 3. D'accord. Donc voilà, voilà pour ce qui est des puissances. D'accord. Sauf que là, on n'a pas le droit en fait, de parler de la puissance apparente ni de la puissance, ni du facteur de puissance, parce qu'on n'a pas, en fait, la même phase. Vous voyez, c'est des phases complètement différentes, complètement distinctes. Du coup, on ne peut pas appliquer le truc de Pythagore. On ne peut pas appliquer le Pythagore. Par contre, avec un système équilibré, tout devient simple. Pourquoi? Alors, tout devient simple. Pourquoi? Parce que vous avez phi1 est égal à phi2 est égal à phi3. Hein? Puisque Z1 c'est égal à Z2 c'est égal à Z3, donc vous avez aussi les mêmes phi, vous avez les mêmes modules. Alors, si on a le même phi et le même i, donc on aura P total, c'est quoi? C'est 3 fois. D'accord? 3 fois quoi? V, I, cos phi. Avec I, c'est égal à I1, c'est égal à I2, c'est égal à 3. Et le phi, c'est égal à phi1, c'est égal à phi2, c'est égal à phi3. D'accord? Et je peux continuer ici pour trouver. Donc, ça, c'est donc l'expression totale de la puissance consommée par des récepteurs couplés en étoile équilibrés. Bien, c'est égal à 3. Et puis le V, rappelez-vous, c'est U sur AC3. Vous vous souvenez de ça? Fois I cos phi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P, finalement, vous avez une expression très intéressante qu'il faut garder dans l'esprit. C'est racine 3 U I cos phi. Alors, je ne vous le fais pas dire, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Voilà. On va devoir en fait mémoriser ce qui suit. Bien. Hein? Une relation très importante. Okay. Alors, CP, c'est égal à ça. Maintenant, à quoi est égal Q? Ben, de la même façon, pour un système équilibré de charge, vous avez Q, c'est racine 3, U, I, vous n'avez qu'à remplacer le cosinus par sinus. Vous voyez? Et puisque maintenant vous avez un cosinus ici et un sinus ici, donc vous pouvez utiliser le triangle. Hein, et on peut également définir le S. Et le S, bien sûr, ça serait égal à racine 3 U fois I. D'accord? Et voilà, des choses hyper importantes qu'on vient de trouver ici. Très bien. Alors, voilà, donc en gros, c'est ça ce qu'il faut retenir d'un couplage étoile pour les récepteurs. Donc, qui peut être soit équilibré, soit non équilibré. Et donc, il faut, sur le schéma, identifier les tensions composées et les tensions simples. Et il faut noter que les tensions simples, ce sont les tensions au bord de chaque charge, chaque enroulement. Voilà, c'est pour ça qu'on les utilise dans les calculs. Et voilà, donc on peut appliquer les lois de Gauss, bien sûr. Et si vous avez cas particulier d'un système équilibré, alors bien sûr, le courant dans le nôtre va être égal à 0. Et quand est-ce qu'on a un système équilibré? C'est lorsque les impédances Z1 et Z2 et Z3 sont
sont toutes égales. Alors, on a également déterminé les puissances actives et les puissances réactives partielles et totales, dans les deux cas équilibrés et non équilibrés. Et on a précisé que dans le cas d'un système, triphasé non équilibré, on ne peut pas parler de la puissance apparente, comme on ne peut pas parler non plus du facteur de puissance. Alors, pour tout ça, en fait, on peut le faire avec un système de charge équilibré. Bien, alors on se contente de ce qu'on a ici. Donc, on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour la suite du cours.